Alors, je sais que Lille et la région Hauts-de-France ont beaucoup de talent. Mais je ne savais pas non plus que c'était Hollywood sur l'île, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en invitant l'ancien Premier ministre et Gilles Boyer, nous avions des vedettes hollywoodiennes qui suscitent l'attention du public, des médias, encore beaucoup forcément dehors, pour parler de séries et politique. On a la chance d'avoir avec nous Franck Nouchy, le directeur des pages Débat et Idées du Monde, qui est aussi un grand amateur de séries. Et ce que vous allez découvrir en 1h30, c'est que l'ancien Premier ministre et Gilles Boyer, député européen, sont non seulement des fans de rock, ça on l'avait compris, mais aussi de très grands fans de séries, qu'ils ont écrit plusieurs livres, dont un, Dans l'ombre, qui retrace l'itinéraire d'un apparatchik et qui est absolument passionnant. Et ils vont parler et éclairer pour nous ce que nous savons tous, c'est que la série parle du monde, parle de la politique, mais sont-elles vraiment véridiques? Merci d'accueillir Édouard Philippe et Gilles Boyer. Et merci d'accueillir aussi Franck Nouchy, à qui je laisse le micro. Vous pouvez enlever vos masques. Je crois que c'est à nous que ça s'adresse. Oui, non, c'est pas à vous, excusez-moi. Non, c'est à mes deux partenaires. Les livres, les voilà. On va parler à la fois de séries et de livres. Et on y va. Et d'abord, un grand merci à vous d'être venus si nombreux pour assister à cette discussion. Ça va être une discussion entre nous. Discussion à l'issue de laquelle vous aurez le loisir de poser un certain nombre de questions, pas toutes, mais un certain nombre de questions donc à nos deux invités, que je vais vous présenter sans plus tarder. Peut-être quand même que vous vous posez des questions, vous vous dites mais qu'est-ce que font Édouard Philippe et Gilles Boyer dans un festival comme Sérimania, à un moment où il suffit d'allumer la télé pour entendre des responsables politiques donner des entretiens, participer à une université d'été, parfois même annoncer une candidature aux élections présidentielles ou aux primaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici, à Lille, à Sérimania? La réponse est toute simple, je pense que vous la connaissez. Ils adorent les séries, au point, ils vont nous le confirmer dans un petit moment, qu'ils ont décidé tous les deux d'écrire eux-mêmes une série à partir d'un de leurs romans qui s'appelle Dans l'ombre. Je dis leur roman puisqu'ils ont cette bonne habitude d'écrire à deux. Donc un roman qui s'appelle Dans l'ombre qu'ils ont publié en 2011 chez Jean-Claude Lattès. Et puis, ils ont également publié il y a quelques mois, vous vous en souvenez certainement, un autre livre qui n'est pas un roman, qui s'appelle Impression et ligne claire, également chez Jean-Claude Lattès. Et dans ce roman, ils font l'aveu qu'ils aiment les séries, et en particulier une, dont il va être question tout à l'heure, qu'ils placent, disent-ils, tout en haut de leur panthéon personnel. Une série qui s'appelle The West Wing, j'imagine que vous êtes assez nombreux à l'avoir vue ici, la série d'Aaron Sorkin, les 7 saisons, je crois même qu'Édouard Philippe, il nous le dira tout à l'heure, l'a vue 4 fois. 4 fois 7 saisons, c'est pas mal. Alors il se trouve que The West Wing, c'est leur série préférée, c'est également ma série préférée, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de les inviter, de parler avec eux, comme Laurence Herzberg vous l'a dit, de la représentation de la politique dans les séries américaines évidemment, mais pas simplement, puisqu'on va voir qu'il y a d'autres pays, en particulier la France, qui s'intéressent également à la représentation de la politique. Alors, je suppose que je n'ai pas besoin de vous présenter Édouard Philippe. Vous savez tous qu'il est actuellement maire du Havre et qu'auparavant, du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, il a été Premier ministre. Gilles Boyer, c'est son plus fidèle conseiller, on peut dire ça comme ça, son plus proche conseiller. Donc il l'a suivi à l'hôtel Matignon et aujourd'hui, Gilles Boyer est député européen. En dehors de Dans l'ombre, je vous conseille un autre roman qu'ils ont écrit tous les deux chez Flammarion, mais un petit peu plus tôt, en 2007, qui s'appelle L'heure de vérité. Voilà, je vais
Je vais juste vous dire 2-3 choses que j'ai relevées dans Impression et ligne claire, de manière à ce que vous compreniez de quoi il s'agit si vous ne l'avez pas vu. C'est un livre dans lequel on apprend à connaître le fonctionnement de la machine Matignon, on apprend à la comprendre, et par-delà cette description, Gilles Boyer et Édouard Philippe s'interrogent sur la manière d'exercer le pouvoir en France sous la Ve République. Et puis surprise, parce qu'on ne voit pas ça toujours dans les livres politiques, on apprend que et Gilles Boyer et Édouard Philippe, visiblement ils ont beaucoup les mêmes goûts, nous livrent un certain nombre de secrets plus intimes sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ce qu'ils aiment, c'est les romans d'Alexandre Dumas, c'est les romans de John le Carré, de Robert Littell, d'Ellory, de Paul Auster, de Javier Cercas. On apprend aussi qu'ils ont une idole qui est Winston Churchill, mais ils ne disent pas un mot de la représentation de Churchill dans The Crown. On en parlera peut-être. Mais avant toute chose, je voulais vous interroger sur cette série que vous êtes en train d'écrire, série qui est adaptée de ce roman, donc qui s'appelle Dans l'ombre, qui est ici, roman qui raconte à la première personne une primaire et une élection présidentielle telle que l'apparatchik, c'est comme ça qu'il s'appelle, le conseiller le plus proche, l'a vécu auprès de son patron, qui est le candidat à l'élection. On comprend très vite que le patron est un candidat plutôt de droite, qu'ils ont face à eux un candidat de gauche, mais qu'avant ça, il va y avoir une primaire qui va les opposer à une candidate de droite. Est-ce que vous allez reproduire intégralement ce que vous racontez dans l'ombre dans la série, ou est-ce que vous en êtes, d'une manière générale, de l'écriture de cette série? Vous avez fini? C'est en cours d'écriture? Comment ça se passe? Avec Gilles, on a l'habitude de se répartir les réponses aux questions selon une règle assez simple. Quand c'est vraiment compliqué, c'est pour lui. Et quand c'est plus simple, c'est pour moi. Là, c'est simple. Et là, c'est plus simple, donc je vais répondre. Pour l'instant, c'est assez simple. D'abord, bonjour à tous. Et merci de votre accueil. Et on est très content d'être à Lille. Enfin, moi, je suis très content d'être à Lille. Parce que moi, j'aime beaucoup Lille. Je ne sais pas du tout ce qu'en pense Gilles, mais moi, j'aime beaucoup Lille. On a écrit ce livre Dans l'ombre entre 2007 et 2010. Avec Gilles, on a mis 3 ans à l'écrire. Et il a été publié en 2011. Et au moment où on l'a écrit, ça tombe sous le sens, mais c'est quand même toujours bien de le redire, on n'imaginait pas du tout, mais vraiment pas du tout, que un jour on se retrouvait dans la situation où moi je serais Premier ministre et où Gilles travaillerait avec moi à Matignon. Peut-être que certains l'espéraient, mais nous on ne l'imaginait pas une seconde, je peux vous dire. Et on l'a écrit, ce livre, à un moment où il semblait franchement inenvisageable d'imaginer une seconde qu'une primaire puisse intervenir pour départager des candidats à droite avant une élection présidentielle. Et je ne dis pas que si elle a été organisée ensuite, c'est parce que nous avions écrit le livre. Bah non, parce qu'elle ne se passe pas très bien en plus, votre primaire dans le livre. Celle-là non plus, non. Mais parce qu'on se disait que c'était intervenu à gauche, c'était une façon de choisir des candidats. Bon, bref, on a choisi de raconter dans le livre la façon dont une équipe qui entoure un candidat à l'élection présidentielle vivait la campagne présidentielle quand les conditions de température et de pression changeaient, c'est-à-dire quand une rumeur venait commencer à perturber la marche et le fonctionnement bien huilé, en confiance, d'une équipe. Et je peux même dire qu'un des premiers titres de travail du livre, c'était le premier cercle. Parce que ce qui nous intéressait, c'était justement ce premier cercle de conseillers, de spécialistes, de généralement très bons professionnels. Et voilà. Donc maintenant, je vais répondre à la question. Nous sommes en train d'adapter en série un livre. Alors, pour nous, c'est un exercice passionnant, mais heureusement, compliqué. Compliqué parce que la technique d'écriture d'un roman, et encore une fois, on ne prétend pas du tout savoir écrire, on en a écrit, mais je ne dis pas qu'il est bon, mais on sait faire, en tout cas on sait améliorer dans l'écriture des romans. Mais la technique d'écriture d'un roman et la technique d'écriture
d'une série ou d'un film, en l'occurrence d'une série, sont assez différentes. Je peux vous en donner un exemple qui a l'air tout bête, que tous les gens qui connaissent bien le monde de l'audiovisuel, du cinéma, ça leur semble évident, mais pour nous, ça a été une découverte. Quand vous écrivez un roman et que, par exemple, vous décrivez cette scène, là, vous êtes tous là, et nous, on est rentrés et on s'est instis là. Bah, le romancier, il peut décider de faire durer la description 2 lignes ou 150 pages. Il peut décrire la scène en partant de ce que le héros ou un protagoniste a dans la tête, ou la décrire de façon totalement factuelle. Et surtout, il peut parfaitement choisir ce qu'il ne va pas dire. Il peut très bien ne pas décrire chacun d'entre vous, il peut très bien ne pas décrire les murs, il peut très bien ne pas décrire... En fait, il peut faire exactement ce qu'il veut, il est dans une immense liberté. Et quand vous écrivez une série, vous êtes obligé de vous poser des questions que le romancier ne se pose jamais. En termes de décor, ça va vous sembler accessoire, si j'ose dire, ça ne l'est pas. En termes de profondeur des personnages, parce qu'à chaque fois qu'ils seront habillés, à chaque fois qu'ils parleront d'une façon ou d'une autre, à chaque fois, ils renverront à l'image à des choses qui sont infiniment plus profondes et plus diverses que ce à quoi vous pouvez les tenir par l'écrit. Et ça, c'est une première difficulté. Ce n'est pas la seule, mais c'est une première difficulté qui impose un travail qui est d'ailleurs assez extraordinaire de réflexion sur des personnages. Nous, on les avait écrits, ils existaient, on continue à vivre avec eux, on les aime bien. Et en fait, on s'est rendu compte en écrivant la série qu'il y avait plein de questions qu'on ne s'était pas posées sur eux. On ne les connaissait pas si bien. Vous ne les connaissez pas si mal en même temps. Non, pas si mal. Disons qu'on les connaît mieux que personne. Parce que moi, je n'ai pas pu m'empêcher, en relisant votre livre, je l'avais lu il y a longtemps, et là, je l'ai relu. Et je n'ai pas pu m'empêcher, en le lisant, de penser à vous deux, en le lisant. Bah, c'est une erreur. Quand même, une telle passion pour Bruce Springsteen chez les hommes politiques, j'en connais pas d'autres. Certes, Cherbourg a remplacé Le Havre, ok, mais personne n'est dupe. On pense quand même. C'est la ville de Bernard Cazeneuve. Peut-être que c'est un livre sur Bernard Cazeneuve. Et honnêtement, il mériterait. C'est un type extraordinaire. Oui, mais là, le candidat est de droite. Pardon ? Le candidat est de droite. Oui, certes. Il faudra en parler à Bernard. Non, mais pas du tout. En fait, je vais vous dire pas du tout. On a écrit sur un milieu qu'on connaît avec nos expériences. On s'en est évidemment nourri. On a évidemment utilisé des choses qu'on avait vues chez les autres et des choses qu'on avait vues ou qu'on connaissait chez nous. Mais c'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, entre le patron et son conseiller, qui s'appelle l'apparatchik dans le livre, il y a au moins une génération d'écart. Et là, on voit bien avec Gilles qu'il est beaucoup plus vieux que moi, mais pas beaucoup plus vieux que moi. Oui, non, mais il y a des différences. Oui, Gilles. Oui, bonjour à tous. Il y a des différences, d'abord parce que c'est un roman, c'est drôle parce que dans votre présentation, je me suis dit qu'au fond, dans notre roman, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient au fond réalisées dans la vie réelle, et que dans notre récit des 3 ans de Matignon, il y avait beaucoup de choses qui, avec le recul, auraient pu relever de l'imaginaire d'une série. Par exemple, la crise des Gilets jaunes, ça a sa place dans une série, et on ne se disait pas forcément que ça avait sa place dans la réalité, sans parler de l'épidémie du Covid, évidemment, qui est un ressort de narratif très puissant. Donc en fait, réalité et fiction, d'une certaine manière, se fondent un peu. On a écrit ce bouquin il y a 10 ans, donc c'était il y a déjà une éternité. Et en effet, c'était un moment de nos vies où, on va dire, l'horizon politique n'était pas d'une grande clarté. Ça a bien changé. Et c'était un moment où on travaillait tous les deux avec Alain Juppé dans des fonctions différentes. Et donc, il y a forcément des inspirations de la réalité, des situations ou des personnes qu'on a connues. Mais notre objectif, je crois, c'était plutôt de décrire des archétypes, comme l'a dit Édouard, les archétypes de l'entourage d'un candidat à la présidentielle, ce qui peut se passer dans les rapports personnels lorsque les conditions de pression augmentent face à un événement imprévu dans une campagne présidentielle. Et aucune campagne présidentielle n'est exempte d'événements imprévus. Donc c'était plus ça l'idée. Et en effet, au moment d'adapter ça en série, d'abord on a la préoccupation, je crois, de se dire 10 ans après, est-ce que ce roman, au fond,
garde modernité, actualité, ou bien est-ce que, Édouard disait, vous vous rappeliez, pardon, un candidat de gauche contre un candidat de droite, bon, ben ça, est-ce que c'est très moderne? Peut-être qu'on y reviendra, mais enfin, en tout cas, c'est une vraie question. Il y a des choses comme ça, la place qu'ont pris les réseaux sociaux, les chaînes d'infos et Internet dans les campagnes électorales, on en a très peu parlé, parce qu'il y a 10 ans, c'était embryonnaire par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Donc dans l'adaptation de la série, il y a les ressorts que décrit Édouard, la complexité du travail, le niveau d'exigence. Moi je dirais que le niveau d'exigence pour écrire une série est beaucoup plus élevé que le niveau requis pour écrire un roman. Il y a la modernité, puis il y a l'adaptation, il y a des choses dans notre bouquin qui sont pas forcément très visuelles, et puis d'autres ressorts qu'on peut ensuite imaginer, mais je crois que c'est le principe d'une adaptation, ça n'est pas le script du livre. Il y a cette phrase quand même que vous allez devoir adapter, qui est au début de Dans l'ombre. C'est vous qui écrivez, l'apparatchik. Non, ça n'est pas lui. Enfin l'apparatchik. L'apparatchik dit « Cela fait 25 ans que je vis pour qu'il devienne président. Ces chances sont réelles. Il y a 2 ans, personne n'y croyait, sauf peut-être nous autres, ceux du premier cercle. » Et vous ajoutez « Tout avait commencé à Lille, sous le soleil. » Ou peut-être était-ce précisément à Lille, sous le soleil, que tout s'est arrêté. Alors, il n'y a pas un soleil énorme, mais... On est à Lille, je vous le confirme. On est à Lille. Mais, non, sur le... Encore une fois, c'est pas un roman à clé, donc je vous assure, c'est pas la bonne grille de lecture, c'est pas un roman à clé, c'est pas un texte prédictif, c'est pas un roman à clé. Et dans l'adaptation, pour la série, on s'est à la fois... Enfin, on est en train, parce que c'est pas comme si on avait fini, hein, mais on est en train de s'accorder une très grande liberté dans justement ce que c'est une adaptation. Parce que c'est pas non plus la Bible, hein, on n'est pas en train de faire l'exégèse d'un texte. Et donc, on peut sortir assez largement, si on le souhaite, des personnages ou des situations, en inventer de nouveaux. C'est pas En revanche, on voudrait, et c'est vraiment pour le coup un critère décisif et une volonté prioritaire, on voudrait garder ce qui nous paraît très difficile, et je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, j'espère, mais ce qui nous paraît très difficile de présenter à l'écran, c'est-à-dire le monde politique tel que nous le voyons. Et comme tout milieu qui fait l'objet de fantasmes nourris, de critiques solides, et souvent fondées d'ailleurs, pas toujours, il n'est pas toujours présenté à la télévision de façon très fidèle à ce qu'il est vraiment. Et notre, j'allais dire presque notre principal souci quand on a écrit le livre, c'était racontons une histoire, si possible intéressante, si possible captivante, mais qui permet de montrer les ressorts d'un monde politique tel qu'il est, en allant au plus près de ce que c'est que telle ou telle décision, en allant au plus près de ce que c'est que telle ou telle situation, en allant au plus près. Bon, voilà. Et on aimerait dans la série. Il y a quand même 2 morts pendant la primaire. Oui, bon, bah ça arrive. Ah ouais. Non, mais. D'ailleurs, vous remarquerez, enfin, dans le livre, il y a 2 morts, mais on ne sait jamais très bien si elles sont pleinement intentionnelles ou si elles sont accidentelles d'une certaine façon. Ouais, enfin. Ouais. Voilà, le dérapage. Pas de spoil, s'il vous plaît. Ah, exactement. Il est sorti il y a 10 ans, on peut en parler. Ouais. Donc voilà. Pas le résultat de la présidentielle. Vous connaissez le mot que les Québécois ont inventé pour spoil ? Non. Parce qu'ils n'aiment pas les mots anglais, et les Québécois, ils ont bien raison d'ailleurs. Ils appellent ça divulgacher. C'est très joli, non ? Ah oui. Divulgacher. Alors, on ne va pas divulgacher la fin. Ne divulgachons pas. On ne va pas divulgacher la fin de la série. On va passer... Donc, vous parlez de la politique telle qu'on la voit. Maintenant, on va parler de la politique telle que vous aimeriez qu'elle soit. C'est ce que vous écrivez dans votre livre à propos de The West Wing. On va regarder, pour commencer, un premier épisode de cette série, donc vous m'avez dit avoir vu 4 fois. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Edouard The West a beaucoup Wing. de temps libre. Oui, voilà, c'est ça, beaucoup de temps libre. Le type, il passe son temps à regarder des séries. Qu'est-ce que c'est que ce... Non, bah oui, Carole c'est sorti il y a 20 ans. qui a écrit un livre qui s'appelle The West Wing, au cœur du pouvoir, a calculé que ça représente 150 fois 40 minutes. Ça, c'est une saison.
C'est une vision des 7 saisons. Donc, multiplié par 4 pour vous, ça fait 60 longs métrages multipliés par 4. C'est le calcul qu'elle a fait, ce qui est assez considérable. Pendant les Donc, conseils des ministres, c'est pas compliqué. On va regarder un premier extrait. On est à la toute fin de la saison 2. Pour celles et ceux qui ont vu la série, vous vous souvenez sans doute que le nom du président des États-Unis dans cette série, c'est le président Bartlett. C'est pas n'importe qui. Il a eu le prix Nobel d'économie. On a appris il n'y a pas très longtemps qu'il était atteint d'une maladie grave, une sclérose en plaques. Il l'a caché. Il va y avoir une conférence de presse où il doit annoncer quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais a priori, il n'y a aucune chance pour qu'il se représente pour un deuxième mandat. Je vous laisse regarder cet extrait et puis on en parle juste après. C'est donc la toute fin, les 2 dernières minutes de la 2e saison. Bon, alors vous allez devoir nous expliquer pourquoi vous aimez tellement cette série, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Je précise simplement qu'on aura la réponse à la question de cette journaliste, question qui n'était pas prévue, on l'a compris, dans le 2e épisode de la 3e saison. C'est « Yes, and I'm going to win ». Qu'est-ce qui vous plaît tant, Édouard Philippe ? Beaucoup de choses, évidemment, parce que s'il y avait juste quelques petits trucs qui me plaisaient, je ne me le serais pas collé 4 fois, puisque vous avez bien souligné le temps que ça prend. Beaucoup de choses, et c'est très difficile d'en faire la liste exhaustive. Alors, qu'est-ce que j'aime ? J'aime d'abord que, et c'est pas par ordre de priorité, je vais vous dire tout ce que j'aime sur cette série. J'aime que grâce à cette série, on puisse découvrir le système institutionnel et politique américain au moins aussi bien que dans n'importe quel manuel que j'ai pu lire. Et j'en ai lu. Quand j'étais professeur, quand je donnais des cours à Sciences Po, je disais toujours à mes étudiants, vous regardez West Wing le plus possible pour comprendre comment fonctionne le système institutionnel américain. Et vous lisez le plus possible First Among Equals de Jeffrey Archer pour comprendre ce que c'est que le système parlementaire britannique. Et je vous assure que c'est remarquablement fait. Je ne dis pas qu'il y a tout, mais c'est bon. Donc, 1, vous apprenez. Extraordinaire. 2, vous avez des personnages qui sont extraordinaires, qui sont à chaque fois des archétypes fonctionnels d'un poste, d'une priorité, d'un métier autour d'un président, mais qui en plus ont une densité personnelle et on finit par s'attacher. Hein, moi, je les regarde, c'est tous des copains, donc je veux dire, je suis content de voir qu'ils vont bien. Mais c'est vrai, il y a un attachement personnel assez extraordinaire. J'aime qu'il y ait à la fois le dit et le non dit. J'aime qu'ils soient tous remarquablement intelligents et qu'ils se plantent tous assez régulièrement, parce que c'est aussi ça la politique. Enfin, la deuxième partie de ma phrase est certaine, la première est moins certaine, mais c'est vrai. Non, mais je parle pour moi. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous extrêmement bienveillants, terriblement bienveillants, peut-être même, on leur a reproché, plus bienveillants que la réalité. Ils sont tous bienveillants, ils essaient tous de bien faire, ils sont tous très smart. Et pourtant, ils se heurtent au réel, ils se heurtent aux circonstances, ils se heurtent aux compromis, ils se heurtent à l'incapacité qu'ils peuvent avoir de mettre en œuvre des choses auxquelles pourtant ils croient. Ils se heurtent à ce qu'on appelle, avec Gilles souvent, la viscosité du réel. Et je trouve que c'est très bien montré. J'ajoute en passant, et ça n'est pas totalement sans intérêt, qu'il y a dans beaucoup d'épisodes une bande-son tout à fait exceptionnelle, ce qui ne gâte rien, il faut bien le reconnaître. Je pourrais vous en dire tellement. Je trouve incroyable qu'ils aient réussi à synthétiser dans une série, au fond, plein d'éléments de la vie politique, pas simplement des États-Unis. La dissimulation de l'état de santé fait évidemment référence en partie à Kennedy, mais enfin elle fait référence aussi à bien d'autres aspects de la vie politique internationale. Et voilà, et encore en vous disant ça, je suis très très en dessous de la réalité et des raisons pour lesquelles j'aime la série. Gilles Boyer voulait ajouter quelque chose ? Oui, je ne l'ai vu que 2 fois, donc j'en parlerai avec beaucoup moins d'expertise, mais parce que j'ai moins de temps, évidemment. Mais juste pour dire que
c'est aussi ce parti pris incroyable et qui est une forme de risque de décrire, dans un monde où il y a les gentils et les méchants, de prendre le parti des gentils, quoi. Alors que dans les séries politiques telles qu'on les voit, on ne peut pas dire que les dirigeants tels qu'ils sont décrits sont des bonnes personnes. Voilà. Et donc il y a dans ce que décrit Édouard, le président, qui est un président dont on rêverait, enfin en tout cas dont moi je rêverais, avec un entourage, ce sentiment en effet de s'identifier à eux face à tout ce qu'ils subissent de l'extérieur, le sentiment de forteresse qui se dégage. Et c'est une vision c'est une vision positive de la politique. Et je pense que c'est un pari, et un pari qui, quand aux États-Unis ça dure 7 saisons, c'est que c'est un pari qui a été gagné parce que l'audience a suivi. Donc on pourrait parler d'autres séries, on en parlera peut-être, qui ont choisi le côté noir de la politique. Et c'est sans doute plus facile. C'est un peu votre choix avec Dans l'ombre. On voit aussi le côté noir de la politique. Vous allez plutôt vous situer du côté de séries comme Le Baron Noir en France ou comme... non, je crois pas. Non. Je crois pas. Nous, on voudrait justement essayer de trouver non pas la voie du milieu, mais on veut montrer que ce qui est vrai, et c'est pas une critique de West Wing parce que je n'oserais pas, que la vie politique est faite de gens qui cherchent le meilleur, de gens qui sont parfois tout à fait remarquables, vraiment, qui ont des raisons de s'engager qui sont très nobles, vraiment, et elle est aussi faite de cynisme, de dureté, de manœuvre, de compromis qui peuvent parfois prendre la forme de compromission. Et les deux existent ensemble. Et un des soucis que j'indiquais dans l'adaptation, c'est de garder le curseur au bon endroit. Parce que dès que vous le déportez un tout petit peu d'un côté, vous donnez soit un aspect terriblement sombre et affreux au monde politique, or il n'est pas affreux, je vous le dis, ou un côté terriblement léger et joyeux. Mais il faut bien reconnaître qu'il n'est pas non plus complètement joyeux. Bon. Donc il faut garder le curseur au bon endroit. C'est ce qu'on aimerait faire, c'est ce qu'on essaie de faire dans le livre, avec des personnages qui sont... Le patron, il est tout sauf naïf, mais on peut dire qu'il est animé, même s'il est madré, même s'il sait prendre des coups et il sait en donner, il reste un personnage très positif à nos yeux. Vous dites qu'à force de côtoyer les personnages de The West Wing, ils ont fini par devenir des copains. Je crois que c'est le mot que vous avez employé. Est-ce que ça va même au-delà? Est-ce qu'il y a un processus d'identification qui parfois s'opère? Est-ce que vous auriez envie d'être, par exemple, soit comme le président Bartlett, si un jour vous deveniez président, soit comme Arnold Winnick, qui est le candidat républicain très modéré, qui est opposé dans la 7e saison à Matt Santos? Est-ce que ça va jusque-là? On dit qu'Obama, qui est lui aussi un fan absolu de The West Wing. Oui, c'est notre seul point commun. C'est beaucoup identifié à Matt Santos, qui est le candidat démocrate qui finit par gagner dans la 7e saison. Vous êtes plutôt Bartlett ou plutôt Winnick? Non, rien du tout, mais ce qui est vrai, c'est qu'assez vite, on cherche, la première fois qu'on a regardé la série, enfin en tout cas que moi j'ai regardé la série, on ne l'a pas regardée ensemble, on n'est pas tout le temps ensemble. La première fois que j'ai regardé la série, j'étais adjoint au maire du Havre, donc c'est quand même la présidence des États-Unis, adjoint au maire du Havre, c'est pas bon. Mais je m'occupais d'un parti politique. J'étais directeur général d'un parti politique, dont je ne suis plus membre. Et je voyais, je vous assure, je voyais des choses qui, évidemment, mutatis mutandis, étaient l'expression des mêmes mouvements, des mêmes passions, et parfois même des mêmes raisonnements ou des mêmes calculs. Et ça, c'est assez c'est troublant, et en même temps, ça crée vraiment un sentiment d'identification très fort. Donc oui, je pense que chacun ici d'entre vous, face à une série qu'il aime, face à des personnages, c'est vrai pour une série, c'est vrai pour un livre, ou pour un film, finit par construire une amitié avec des personnages, sans tomber dans la pathologie psychiatrique, hein, mais finit par construire une forme d'amitié avec des personnages fictifs. Quand on commence à dialoguer à voix haute avec eux, c'est là qu'il faut commencer à penser à passer à une autre série, quoi. J'ai lu quelque part que vous étiez quand même inspiré d'Arnold Winnick au moment de la crise du Covid. Il paraît qu'en voyant un épisode où il se produit un accident nucléaire pendant la campagne électorale, Winnick se demande comment faire pour s'en sortir de cet accident nucléaire, et il décide de donner une conférence de presse dont il va donner le mode d'emploi à ses collaborateurs. Il dit « Je vais faire
long, très long. Je répondrai à toutes les questions et vous allez voir, à un moment, les journalistes vont se lasser. Et effectivement, ils se lassent, mais la conférence de presse est très longue, elle est extraordinaire. On aurait pu choisir un extrait. C'est un peu la méthode que vous avez suivie pour le Covid en fonction de ce que vous aviez vu dans The West Wing. À une exception près, c'est que je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait se lasser. Mais, mais je le dis avec beaucoup de respect pour ce métier, et c'est inenvisageable. Ce serait naïf de penser ça. Non. Écoutez, en fait, la chose est simple. Il ne faut pas surinterpréter ce que je dis quand je dis ça, mais il faut en comprendre le sens. La politique, comme d'ailleurs la vie en général, enfin la politique, c'est souvent un exercice de sédimentation. C'est parce que vous avez vu quelque chose, géré quelque chose, soit vous-même, soit que vous l'avez vu faire par d'autres, que vous avez compris quelque chose qui va vous être utile 3, 5 ans après. Bon. C'est vraiment un métier où l'expérience et la sédimentation des expériences peut avoir une valeur. Encore une fois, ça ne veut pas dire que quand vous n'avez pas d'expérience, vous êtes forcément mauvais, quand vous avez de l'expérience, vous êtes forcément bon, c'est pas vrai. Mais la multiplicité des expériences que vous avez vécues vous éclaire et peut vous guider dans des choix ou des situations qui sont complexes. Et cette sédimentation-là, elle peut être évidemment une sédimentation d'expérience, mais elle peut aussi être une sédimentation, si j'ose dire, de culture. Lire des livres et entrer en contact avec l'expérience de personnages réels ou fictifs, dans des situations réelles ou fictives, nourrit d'une certaine façon et votre imaginaire et votre expérience. C'est vrai pour la littérature, c'est vrai pour la connaissance de l'histoire, c'est vrai aussi pour le cinéma, et c'est vrai pour les séries. Et quand vous avez dans votre palette d'expériences, qu'elles soient vécues ou rencontrées à travers une fiction, quelques exemples, ils vous nourrissent. Ça ne veut pas dire que vous vous dites « Ah, c'est exactement comme dans ce cas-là, et je vais faire exactement ». Évidemment que non. Mais l'idée, face à une crise extrêmement anxiogène, terriblement anxiogène. Dans la série, c'est un accident nucléaire grave. Face à une crise terriblement anxiogène, de poser le ballon, comme je dis souvent, en ne faisant pas une déclaration de 3 minutes, ni une déclaration de 10 minutes, mais en acceptant l'idée que pendant des heures, toutes les questions pourront être posées et que vous allez expliquer tranquillement toutes les réponses que vous avez à donner sur toutes les questions qui peuvent être posées, ce que fait Arnold Winnick, personnage candidat républicain incroyablement sympathique, avec un niveau intellectuel exceptionnel aussi, et une vista impressionnante. Cette idée qu'il a, c'est vrai, je dois dire, nous a inspiré, on n'a pas voulu la copier, mais nous a inspiré quand on s'est dit, face à cette crise anxiogène, est-ce qu'il ne faut pas simplement qu'on prenne du temps, beaucoup de temps, et qu'on explique par le menu ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça alors qu'on ne sait pas ça, ou pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça alors qu'on a une idée sur tel sujet, prendre le temps. Et c'est vrai que ça fait partie, ce n'est pas la seule quand même, hein, mais ça fait partie des raisons qui nous ont conduits à essayer d'imaginer ce format qui n'était pas un format traditionnel et qui, si j'en juge par les audiences, est un format qui a rencontré son public. Dans Impression, une ligne claire, vous donnez un autre exemple de source d'inspiration dans The West Wing. Et après tout, c'est pas rien, puisque c'était la nomination de votre directeur de cabinet à Matignon. Vous expliquez que Benoît Ribadeau-Dumas, vous l'avez choisi en fonction d'un précepte qui avait été dicté par le président Bartlett. Vous avez un ami très proche, ou votre meilleur ami, je ne sais plus comment il le dit. Il est plus intelligent que vous. Prenez-le comme Chief of Staff. Et la scène est étonnante, parce que c'est au moment du discours de l'Union, du premier discours de l'Union qu'on voit dans la série, où tout le cabinet, alors le cabinet aux États-Unis, c'est le gouvernement. Donc tout le cabinet du président va au Congrès pour entendre le discours de l'Union. Et il doit y en rester qu'un, qui reste à la Maison-Blanche, au cas où, comme dans... Designated Survivor. Exactement, un avion tomberait, ou une bombe exploserait, on puisse continuer à avoir une branche de l'exécutif dans le gouvernement américain. Et donc le type qui vient, je crois que c'est le ministre de l'Agriculture, un jeune type, voilà, et qui est évidemment un peu impressionné parce qu'on le laisse tout seul dans la Maison Blanche et dans le bureau ovale, ce qu'on peut comprendre. Et donc, voilà, badinerie juste avant le départ du président. Qu'est-ce qu'il faut faire si par hasard, vous devez choisir votre chief of staff, donc le directeur de cabinet. Comment il fait? Est-ce que vous avez un meilleur ami?
Oui. Est-ce qu'il est plus intelligent que vous? Oui. Vous avez votre chief of staff. Et c'est très intéressant dans l'épisode, parce que la construction de l'épisode permet de comprendre qu'en dépit d'une première tension très forte avec le véritable chief of staff de Bartlett, il redit combien il est à la fois plus intelligent que lui, ce qui est un très bel hommage s'agissant d'un prix Nobel, et combien il lui fait confiance. Et je trouve que la leçon est excellente. Parce que le directeur de cabinet à Matignon, il vous aide à faire votre boulot. Il sait presque tout ce que vous savez. Tout ce qui vous arrive passe par lui. Il a un rôle qui est incroyablement important, difficile, très difficile. C'est probablement un des jobs les plus difficiles de la machine étatique. Et vous devez avoir une confiance totale. Et si en plus il était heureux qu'il soit plus intelligent que moi. Donc voilà. C'est la formule parfaite. Je l'aurais choisie même si je n'avais pas regardé West Wing. Hein. Soyons clairs. Mais c'est la formule parfaite. Et c'est aussi ça que j'aime dans West Wing. C'est cette concision, ce sens de la formule avec lequel parfois on évoque des idées complexes, des réalités complexes, dans une construction presque littéraire et dans un sens de la formule qui est incroyable. Voilà. Alors, on a regardé un extrait de The West Wing, donc la série d'Aaron Sorkin. Aaron Sorkin qui s'est jamais caché d'être démocrate. Et on peut dire que The West Wing, d'une certaine manière, est une série plutôt démocrate que républicaine. En France, on dirait presque de gauche. On va regarder un autre extrait d'une série, alors cette fois-ci européenne, danoise. Là, on va rentrer dans le monde de la social-démocratie scandinave, donc avec un extrait de Borgen. La première ministre Brigitte Nyborg a interrompu son mandat le temps de s'occuper de sa fille. Ça lui a été beaucoup reproché au point que pas mal de gens au Danemark se sont demandé si une femme pouvait exercer la fonction suprême, au Danemark Premier ministre. Et là, elle va prendre la parole devant le Parlement. On va l'écouter tout de suite, donc c'est notre deuxième extrait. Finalement, il y a assez peu de séries qui représentent la politique dans lesquelles les femmes occupent une place importante. Et j'allais dire que dans la vraie vie, c'est un petit peu la même chose. Quand on regarde, je ne sais pas comment était votre cabinet à Matignon, à l'Élysée, il y a une majorité d'hommes, dans l'ombre, il y a une majorité d'hommes. Dans The West Wing, la plupart des conseillers du premier cercle sont des hommes. Ça va changer un jour, ça ou... Alors, sur la première partie de votre question, il y a très peu de séries, peut-être. Maintenant, la dernière fois que j'ai regardé Baron Noir... On va y venir. Ouais, je ne sais pas si on va y venir, mais enfin, la dernière fois que j'ai regardé Baron Noir, la présidente était une présidente. Oui. Je crois qu'avant Baron Noir, il y avait une série qui s'appelait Les Hommes de l'Ombre ou quelque chose comme ça. Et je crois bien me souvenir qu'il y avait une femme qui était principale candidate. Donc, je ne sais pas si dans les séries, il y a, je pense que, en fait, pour vous dire la vérité, je pense que les séries sont un peu en avance et qu'elles aiment bien être un peu en avance. Voilà. Ensuite, est-ce que, si votre question c'est est-ce qu'une femme peut devenir présidente, la réponse est évidemment oui. Et franchement, si vous pensez le contraire, vous avez 100 ans de retard. Vous l'avez vu, Borgen ? Oui, mais je l'ai vu très tard. J'ai commencé à le regarder il y a 6-8 mois. Et ça m'a permis de... D'abord, je dois dire, d'apprécier la douceur de la langue danoise. Et ensuite, une fois qu'on a passé j'ai trouvé que c'était vachement bien. Ouais. Je trouve que c'est très bien. Et alors, c'est vraiment un autre archétype politique, parce que c'est un système parlementaire, donc très différent du système américain de West Wing, mais qui décrit aussi très bien ce que c'est qu'un système parlementaire fondé sur des coalitions, fondé sur une discussion permanente entre partis. Ça montre ça très bien. Et puis, les personnages sont très bien. Et puis, elle est formidable. On a envie de voter pour elle, quoi.
Vous êtes social-démocrate, au fond. Vous êtes resté social-démocrate. Attendez, tout à l'heure, j'aimais Arnold Winnick. Maintenant, j'aime Brigitte. Enfin, voilà, j'aime les personnages. Ouais. Après, c'est autre chose. Dans votre livre, on va passer maintenant aux séries françaises. Vous citez des titres de films français, mais vous ne citez pas de titres de séries françaises. Alors les films français que vous citez, c'est par exemple Le Bon Plaisir de Tavernier, avec Trintignant qui joue un Mitterrand assez extraordinaire, Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte en Dominique de Villepin et Nils Arestrup en Pierre Vimont, L'exercice de l'État. Vous citez même, en lui adressant beaucoup de compliments, Le Président d'Henri Verneuil, avec un Gabin tout à fait extraordinaire. On comprend vos goûts pour ces films. Est-ce qu'il y a une réserve de votre part concernant les séries françaises qui mettent en scène la politique, ou c'est juste que vous n'avez pas eu le temps d'écrire sur les séries, vous n'y avez pas pensé? C'est volontaire de votre part? Moi, je dirais que nous portons sur les séries politiques en général un regard un peu trop clinique, qui n'est pas forcément le regard du spectateur qui ne connaît pas de l'intérieur les coulisses du monde politique. C'est un peu normal. Si vous voyez une série sur un monde professionnel que vous connaissez bien, vous portez sur cette série fictionnelle un regard différent de celui que vous porteriez si vous ne connaissiez pas ce monde-là. Et donc on porte parfois un regard sévère sur les séries politiques. On a parlé de celles que nous aimions bien, et on porte parfois un regard sévère sur celles que nous aimons moins, qu'elles soient françaises ou non. Vous voyez, le fait qu'elles soient françaises n'est pas, à mon avis, un critère opérant. Il y a des séries étrangères que j'aime pas parce que voilà, parce qu'elles sont trop manichéennes, trop excessives, parce que c'est pas crédible à mes yeux. En tout cas, ça ne veut pas dire que ça peut pas plaire, trouver son public. Donc, on ne parle pas de Baron Noir, on va peut-être en parler. Moi, j'ai trouvé ça j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. C'est très créatif. C'est une série qui a été nourrie par l'expertise de personnes qui ont travaillé en politique, des super consultants un peu, et ça se voit, ça se sent, avec une description de ce que moi j'imagine être l'action politique à gauche, que je ne connais pas de l'intérieur, raison pour laquelle peut-être j'ai beaucoup apprécié cette série aussi, avec des rebondissements dont on sentait bien au bout de la 3e saison que ce serait difficile d'en faire une 4e et une 5e, parce qu'il y avait déjà une inventivité et on allait probablement toucher aux limites de l'exercice, et donc savoir s'arrêter, c'est aussi une bonne leçon. Et puis il y a des séries politiques françaises que moi j'ai trouvées ratées. Bon, je ne vais pas les citer parce que ça ne sert à rien. Et c'est souvent, je dois dire, à partir d'une image, d'un détail qui peut-être n'a marqué personne d'autre que moi. Et aussi par rapport à un manque de moyens. Vous voyez, quand je vois une campagne présidentielle décrite dans une série, et puis que tout d'un coup on voit un meeting avec 3 types qui se battent en duel avec 2 drapeaux, je me dis, bah là on n'y est pas, on n'est pas dans l'ambiance, on n'est pas... Enfin, il ne s'agit pas de refaire Villepinte tout le temps, parce que c'est d'autres excès, mais en l'occurrence, vous voyez, c'est... Tout d'un coup, je me dis, bah là, on n'y est pas, quoi. On n'est pas dans un meeting la dernière semaine d'une présidentielle, quoi, parce qu'on n'avait pas probablement les moyens nécessaires. Et donc, tout de suite, ça me saute aux yeux. Mais je ne suis pas le téléspectateur lambda. Mais c'est pas simplement vrai ce que dit Gilles pour la politique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment le foot. À chaque fois qu'il y a un film ou une série où il y a eu le grand match de foot dans le stade, à chaque fois, c'est raté. Non, mais si, c'est vrai. Parce que c'est jamais l'ambiance. Contre-exemple. C'est juste pas l'ambiance d'un stade. C'est raté. Enfin, c'est raté. Ça peut être moins raté que d'autres fois parfois. Donc, c'est difficile de capter ça. Et bon, et c'est vrai que nous on le regarde avec des yeux qui sont peut-être un peu, c'est les nôtres, quoi. Hein, mais c'est. Alors après, ce qui est vrai, il ne faut pas non plus penser que la seule façon dont on regarde une série, c'est de savoir si elle est crédible. Vous pouvez très bien utiliser le monde politique comme décor, et puis raconter des trucs qui ne sont pas crédibles à l'intérieur, et puis c'est pas grave. Et puis vous pouvez très bien parler de politique dans une série qui n'a rien à voir avec la politique. Et du reste, on le fait souvent. J'ai eu l'occasion, lors d'un échange que nous avons eu ensemble avant de commencer, Game of Thrones, c'est une série politique par excellence. C'est d'ailleurs, c'est peut-être expliquez-nous pourquoi. Plus encore que West Wing, la série politique. Parce que à travers des situations et des époques, on prend plein de périodes de l'histoire
dont on s'inspire ensuite pour raconter quelque chose qui n'est pas exactement la vie politique nationale au moment où nous nous parlons, c'est vrai. Mais quand même, dans Game of Thrones, vous voyez le moment où le début de la chrétienté vient déstabiliser les bases de l'Empire romain. Avec une forme de tension très particulière liée à ça. Vous voyez des situations révolutionnaires, vous voyez la guerre des roses en Angleterre, vous voyez d'une certaine façon, enfin vous voyez des choses qui s'inscrivent, vous voyez d'une certaine façon, et d'ailleurs à la fin c'est presque trop évident, la transformation d'un mouvement de libération en une logique fasciste. Alors, c'est appuyé, surligné dans la dernière saison, et on peut le regretter un petit peu parce que c'est tellement surligné que ça en devient, alors que c'était tellement élégant avant. Bon, mais c'est quand même ça que ça raconte. Donc, on parle, je trouve, beaucoup de politique dans Game of Thrones, et on va plus loin. Dans le personnage de la main, on a l'expression pure du conseiller politique, qui échafaude, qui négocie, qui conseille, qui critique, mais pas trop. Et la main existe partout, dans toutes les époques de la vie politique. Et ça dit beaucoup de choses. Et je trouve que c'est, de ce point de vue-là, extrêmement réussi. Oui, extrêmement réussi. Extrêmement réussi. On va en revenir aux séries françaises. On va regarder un extrait du Baron Noir. C'est une matinale d'Inter. Vous avez l'habitude de participer à la matinale de France Inter. Un responsable socialiste, vous allez voir à peu près de quelle tendance il est, puisqu'il y a différentes tendances au sein du Parti socialiste. Vous allez comprendre tout de suite. Et il va être interpellé par quelqu'un d'une autre tendance. Vous allez voir, il est question de mixité sociale, de diversité ethnique à l'école. On regarde cet extrait. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette manière de représenter la réalité? Alors Nicolas Demorand et Léa Salamé jouent leur propre rôle. Les personnages qu'on voit répondre à leurs questions, on arrive là aussi à imaginer qui ça peut être dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de représenter la réalité? Je sais que la question n'est pas simple, mais j'aimerais bien vous entendre. Est-ce que dans une série américaine, on verrait le même type de séquence? Je ne sais pas répondre à votre deuxième question, mais la première, est-ce que ça... Je trouve que c'est bon. Franchement, c'est bon, ça, ce qu'on vient de voir. On peut avoir sur le fond plein de positions, mais c'est bon. Demorand et Salamé sont très convaincants dans leur rôle. Bon. Je pensais que c'était du bas. Non, mais c'est vraiment bon. Ça. Et en effet, on a là une question de société, on a là une question politique, extrêmement délicate, extrêmement difficile, qui est peut-être posée de façon un peu simple, mais pas tant que ça, je veux dire, elle est posée de façon percutante. Et on voit bien des positions, on voit bien, je trouve qu'on voit bien la façon dont on peut très vite, dans le débat politique, prendre une position, la modifier un tout petit peu pour la dénaturer complètement. Mais ça fait partie du jeu, enfin du jeu entre guillemets, en tout cas. Ouais, bon, bref. Donc moi je trouve ça très bien. Je trouve que c'est une façon... Comme les œuvres de l'esprit en ont parfois la possibilité de participer au débat public, de faire réfléchir. Moi, je trouve ça très très bien. Ça, je trouve ça très très bien. Gilles Boyer. Et en tout cas, pardon, vous mettez ça à l'antenne un 1er avril à 8h20 sur France Inter, il y a un certain nombre de gens qui se laissent prendre. Ah ouais. J'en suis à peu près sûr. En croyant que c'est la vraie matinale de France Inter. Alors que l'invité est inconnu, ce qui arrive parfois, et que l'auditeur l'est aussi, ce qui arrive le plus souvent. Et donc, dans ce sens-là, c'est assez réussi. Mais au-delà même du caractère crédible, je trouve que il y a quelque chose qui permet, d'une certaine façon, de nourrir le débat et de réfléchir. Les œuvres de l'esprit, elles doivent divertir. Mais on sait bien tous ici que si nous aimons les séries, c'est pas simplement parce qu'il y a dans la série un objet de divertissement. C'est pas vrai. Il y a dans la série, comme dans la littérature, et ça peut être plus ou moins réussi, plus ou moins ambitieux, plus ou moins... Bien non. Mais il y a dans la série, dans l'œuvre intellectuelle, quelque chose qui nous dit des choses de nous-mêmes, qui dit des choses de notre époque, qui nous interroge, qui nous fait réfléchir. Et c'est formidable. D'une certaine façon, ce passage-là, il montre qu'on peut, à travers la fiction, dire des choses de la réalité
et nous forcer à, peut-être même d'ailleurs, à réagir à des questions qu'on n'aurait pas envie de traiter. C'est aussi ça qui est assez formidable quand vous êtes le créateur d'une série. Donc, au-delà du caractère crédible, ça je reconnais, je trouve qu'il y a sur le fond quelque chose d'assez précieux. Dans l'ombre, vous écrivez quelque chose qui me paraît très intéressant et qui m'interpelle. Vous dites que la paranoïa est la maladie professionnelle de l'homme politique et des apparatchiks. Phrase très forte. Pourquoi est-ce que vous me posez cette question ? Je vous pose cette question parce que c'est un ressort dramatique qu'on retrouve dans beaucoup de séries politiques, dans House of Cards, dans Le Baron Noir. Et je me demandais d'abord si cette observation, vous l'aviez vous-même observée dans la vraie vie, et si vous alliez travailler cette question dans la série que vous êtes en train d'écrire. C'est si présent que ça, la paranoïa ? C'est une question compliquée, c'est Gilles Boyer qui va répondre, je sens. Non, je peux commencer par répondre parce que c'était moi l'apparatchik dans l'histoire, pas dans l'ombre, mais dans la vie. Je dirais que on finit forcément par devenir un petit peu parano dans ce milieu. Mais que c'est beaucoup moins grave que d'être naïf. Beaucoup, beaucoup moins grave. Si, je vous assure. Et j'ajoute que même les paranos ont des ennemis. Je peux vous le dire. Même les paranos ont des ennemis. Donc, un parano, ça sert à quoi ? Ça sert à voir venir les coups, les mauvais coups, même ceux qui n'existent pas. Et donc, évidemment, quand on tombe dans l'excès de voir des mauvais coups partout, on fait des erreurs, on fait des bêtises. Mais si on ne regarde pas du tout les mauvais coups qui peuvent arriver, parce que ça existe, c'est probablement aussi une faute professionnelle. Donc c'est comme pour tout, c'est une question d'équilibre et de mesure. On peut être parano pour des choses qui n'existent pas, et à l'inverse, ne pas voir arriver un coup énorme. Bon, à ce moment-là, il faut peut-être changer de métier. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça ? Parce qu'on a voulu essayer de décrire ça. Alors, vraiment, j'essaie de le faire et je ne décris personne en disant ça. Voilà. L'engagement politique, la politique, fondamentalement, c'est une action collective qui est évidemment portée par des individus avec un fort ego. Tout seul, vous ne faites rien. C'est par nature collectif, l'action politique. Et il faut bien le comprendre, parce que sinon, on va au-devant de grandes désillusions. Mais c'est, par définition, ça laisse une place assez forte à l'ego. Plus ou moins disproportionnée, mais c'est vrai. Et nous, ce qu'on a voulu dire, c'est que la pratique du monde politique, exactement comme d'autres pratiques professionnelles peuvent entraîner des maladies professionnelles, la pratique du monde politique peut vous entraîner vers deux maladies professionnelles. La première, c'est la mégalomanie, et la deuxième, c'est la paranoïa. La mégalomanie, pourquoi pas ? Pourquoi ? D'ailleurs, pourquoi pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais réfléchissez, vous êtes candidat, ça m'est arrivé, à une cantonale. Vous mettez votre tête sur une affiche. Vous mettez votre tête sur une affiche. Vous sortez dans la rue, il y a votre tête sur une affiche, et vous dites, avec moi, ça va aller mieux. Il faut quand même, reconnaissons-le, le début du commencement du germe de la mégalomanie, pour imaginer que vraiment, avec vous, ça va aller mieux. Et un peu d'humilité devrait vous conduire à dire ça va peut-être aller aussi bien qu'avec les autres, peut-être un peu mieux, on va voir, mais enfin c'est pas sûr. Bon, donc, mais avec moi ça va aller mieux. Donc il y a là le germe de la mégalomanie. Il faut le maîtriser, mais enfin il est là. Et ensuite, comme c'est un milieu difficile, et ensuite comme c'est un milieu où vous avez cette mégalomanie qui assez vite peut poindre et se développer, par nature, quand il vous arrive quelque chose de difficile, ou quand vous avez une situation compliquée, vous vous demandez pourquoi assez vite les choses se sont organisées contre vous, pour vous interdire de faire ce qui aurait permis que ça aille mieux. Et donc la paranoïa, elle risque de venir assez vite. Et ce qu'on a voulu décrire, c'est que dans un environnement professionnel politique, cette paranoïa, ce risque de paranoïa, non seulement doit être entendu, doit exister, mais doit être pris en compte, parce que ça peut vous permettre d'éviter de faire des erreurs, et parfois ça vous conduit à en faire. Moi, quand j'ai commencé ma vie politique nationale, en 2002, Alain Juppé m'avait demandé d'être le directeur général d'un parti qu'il fallait créer, à l'époque c'était l'UMP, et je n'avais aucune expérience de la vie politique nationale, aucune expérience des partis. Et je vous garantis qu'en 2 ans, je suis devenu paranoïaque. Je voyais des ennemis partout. Et notez bien, il y en avait. Mais quand même, j'avais tendance à... Et un jour, on m'a dit, mais très proche,
Ils m'ont dit, ça va bien maintenant. Oh, relax. Et ils avaient raison. Ils avaient raison. Donc, quand je dis que c'est une maladie professionnelle, je vous assure que je connais pas trop mal le milieu maintenant. Ça ne veut pas dire que tout le monde est atteint. Hein, dans une maladie professionnelle, ce n'est pas automatique. Ça ne veut pas dire avec le même degré de sévérité. Mais c'est un vrai risque. Et là, vous êtes guéri? Vous avez l'impression d'être guéri? Pourquoi vous trouvez que je ne suis pas guéri? Non, je vous demande. Je suis en voie de guérison. Non, mais j'en sais rien. Non. J'en sais rien. Non, mais est-ce qu'on... ce qui est vrai, c'est que dans mon entourage, et on peut le dire avec avec Gilles, on avait fait 1 ou 2 choix professionnels. Non, mais sérieusement, hein, où j'ai consciemment choisi de placer à un poste proche quelqu'un d'extrêmement paranoïaque. C'est pour moi que tu dis ça? Non, pas du tout. Non, parce que tu l'es pas beaucoup. Mais parce que ça me permettait d'avoir ce réflexe que je n'ai pas forcément naturellement. En tout cas, peut-être pas assez affiné. Et que donc, assez naturellement, c'était pas inutile. Il faut un paranoïaque pas trop loin. On regarde un dernier extrait d'une série française, là encore, réalisée par Rebecca Zlotowski. C'est un extrait d'un débat du second tour qui oppose le candidat Fouad Chaouch à un certain Noyer. Vous allez voir, là encore, je vous demanderai ce que vous pensez de la représentation de la réalité dans ce débat. Je vous précise que Fouad Chaouch, un petit peu comme le président Bartlett, est lui aussi un intellectuel, puisqu'avant d'être homme politique et de se présenter d'abord à Grigny, il a été professeur d'économie à Harvard, ce qui n'est pas rien, et il se retrouve donc en position d'être élu au second tour. Les phrases qui font mouche lors des débats du deuxième tour, ça vous paraît crédible ? Oui, les phrases qui font mouche, bien sûr. La preuve, c'est que vous en souvenez. On s'en souvient tous. Vous n'avez pas le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, monsieur. Formidable. Qu'est-ce que vous voulez? Bien balancé, bien travaillé. Monsieur le Premier ministre. Bien entendu, monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous voulez? Et attendez, Mitterrand-Chirac, je veux dire, c'est pas de la deuxième division, quoi. Hein. Non, mais sans blaguer, quoi. Chirac 88, il est solide. Et il se fait, mais balancer, mais c'est incroyable. Et donc oui, bien sûr, ça existe. Et je peux vous dire un truc, c'est que quand vous êtes dans un débat, pas forcément un débat de second tour présidentiel, dans un débat, c'est votre... Vous avez 3 angoisses. D'abord, vous voulez dire pas être piégé par l'autre sur son terrain et dire ce que vous voulez faire, en étant relativement clair. Deuxièmement, vous avez vraiment l'angoisse de ne pas mettre vos doigts dans le nez. Ça veut dire de ne pas être déconcentré un moment pour faire le geste absurde. Et troisièmement, vous avez l'angoisse du direct. C'est comme sur un ring. C'est-à-dire le coup que vous ne voyez pas venir et boum, qui vous laisse KO, quoi. Donc ça existe. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans un débat, dans une préparation de débat, on prépare des formules. On ne sait pas si on va pouvoir les placer. On prépare des formules. Ça arrive. Les meilleures sont souvent celles qui ne sont pas forcément les plus préparées. Mais vous préparez des formules. Donc ça c'est possible. Il y a une autre chose très crédible, c'est la tête du conseiller qui est liquide d'angoisse pendant que c'est très crédible. C'est très crédible. Non, ça c'est vrai. Et puis bon, mais c'est pareil. Je trouve que on est sur c'est peut-être, si vous voulez, il y a une grosse différence de niveau. Mais enfin, on a vu des débats de deuxième tour, il y avait des grosses différences de niveau. Hein. On a vu, ouais. On a vu. Donc, de toute façon, ce qui est extraordinaire, c'est que le rapport entre la réalité et la fiction, c'est quand même que la fiction va toujours un peu moins loin que la réalité. Et elle est tenue de s'interdire d'aller un peu moins loin que la réalité, parce que si elle va aussi loin que la réalité, d'une certaine façon, elle est prise pour quelque chose de totalement déconnant. J'ai fait cette réponse un jour. On me disait, mais imaginez une série où, sur une saison,
vous auriez Notre-Dame qui brûle, l'Arc de Triomphe saccagé, Le Capitole envahi, et puis tous les restaurants, tous les cafés, tout en fait, fermé. Moi, je veux bien, mais j'écris cette série en 2018, et en face, les types se disent, bon, il n'y a pas que la mégalo et la parano, quoi. Et, vous voyez, donc la fiction ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'elle pourrait imaginer. Et ça, c'est formidable. Et la deuxième chose qui est formidable dans les séries, c'est que les fictions préparent la réalité. Parce que les œuvres de l'esprit préparent la réalité. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais oui, c'est vrai. On modèle la réalité. Alors, on la modèle de façon très indirecte, de façon très incertaine. Mais on la modèle. On prépare les esprits. On l'a dit pour Obama et Santos. Mais il y aurait bien d'autres exemples. On va prendre un certain nombre de questions. Vous allez lever la main. Madame, vous êtes la première. Est-ce qu'il y a besoin d'un micro? Oui, il y a besoin d'un micro. Bonjour. Alors, du coup, je suis une blogueuse série depuis 2006, donc j'ai vu beaucoup de séries. Et en fait, donc moi, ma question, c'était dans votre série, donc dans l'adaptation de votre roman en série, vous en êtes à quel stade? Au stade de la Bible, au stade des synopsis dialogués, au stade et combien de saisons vous prévoyez? Et enfin, est-ce que vous avez un producteur? Alors, nous avons tout ce qu'il faut, je crois, pour avancer, on peut le dire. Nous avons tout ce qu'il faut. On en est au stade, pardon si j'emploie pas les bons mots, parce que c'est pas mon métier, d'accord? Nous, on est là pour accompagner, on fait pas ça tout seul, on en serait bien incapable. Bon. On en est au stade où, à partir de notre livre, en s'en éloignant, on imagine notre histoire, avec un découpage a priori en 6 épisodes, dont 4 synopsis sont écrits, les 2 derniers quasiment aussi. Donc on n'est pas au stade du dialogué, on en est au stade où on voit à peu près ce qui se passe dans tous les épisodes. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre langue, mais je vous le dis. Voilà. Donc les 4 premiers et ensuite les 2 derniers. Voilà où on en est. On avance, on trouve ça. Enfin moi je trouve ça difficile. On en a parlé au début. Parce qu'il y a une technicité, il y a une exigence qu'un romancier ne connaît pas. Le romancier, il a d'autres contraintes, il a d'autres exigences. Je ne dis pas que c'est plus facile, je dis juste que c'est très différent et qu'on n'aurait pas pu faire ça tout seul. Voilà. Donc ensuite, on va arriver au stade où, en effet, on va rentrer dans la mise en scène et les dialogues. Et là, je pense qu'avec Édouard, on aura à cœur que ces scènes-là et ces dialogues, elles ressemblent non pas forcément à ce qu'on a vécu, mais à ce qu'on pourrait vivre ou à ce que des gens comme nous pourraient vivre. Voilà, c'est ça un peu l'idée que je me fais de notre apport. Alors, combien de saisons? Donc, le West Wing, c'était 7, donc Édouard voudrait absolument en faire 8. Je pense que c'est beaucoup de boulot, c'est très long, donc on va boucler la première saison, et puis on va voir si ça plaît à quelqu'un, et si ce quelqu'un a envie d'en faire une deuxième. Monsieur. Bonjour à vous. Merci déjà d'être venu ici à Lille, où je sais que vous vous sentez très bien. Il faut venir plus souvent. Vous êtes actuellement en train d'écrire des scénarios pour votre série. Est-ce que dans l'écriture que vous avez déjà pensé au casting et à des personnages, des acteurs que vous aimeriez caster dans votre série? Et sinon, si on veut être candidat, à qui faut-il écrire? Ça, c'est une blague. On y pense forcément, et en même temps, on y pense forcément, oui. D'abord par jeu, et ensuite parce que ça compte, c'est vachement important. Et en même temps, on n'en est pas au moment où on se dit qu'on écrit pour quelqu'un. On écrit encore comme on aimerait que ce soit. Et j'imagine, c'est pas que j'imagine, c'est évident, qu'ensuite on adapte un peu. Donc on n'en est pas encore à ce stade-là.
Et on a hâte d'ailleurs d'y arriver, parce que c'est quand même un truc qui peut sembler assez drôle. Et on se verra à la fin pour les candidatures. Voilà. Oh, il y a plein d'envies, mais on n'est pas au stade où il faut parler de ces envies, parce que sinon... Bonjour, est-ce que vous pourriez donner le nom du, le nom du producteur? Ah oui. Et ensuite, quand est-ce qu'on pourrait voir votre série et sur quelle chaîne? Ah oui. Alors écoutez, la réponse à la première... Vous avez posé 3 questions. La première, la question, c'est pas encore. La deuxième, c'est pas tout de suite. Et la troisième, c'est ça viendra. On est pas encore parce que voilà, on a décidé d'attendre un petit peu. Pas tout de suite parce qu'on vous a dit qu'on n'était pas encore à l'écriture précise des dialogués. On en a, à mon avis, encore pour une bonne année. Parce qu'on fait pas que ça non plus. Hein. Donc, on regarde The West Wing aussi. Ouais. Gilles a plus de temps, il est député européen, mais moi j'ai le Havre. Et donc non, pardon, pour être très sérieux, on a encore beaucoup de travail, et donc on aimerait avoir terminé l'écriture avec ceux qui nous entourent quelque part au milieu de l'année 2022. Et donc voilà. Donc et ensuite, ensuite on passe à une autre phase qu'on connaît encore moins bien que celle de l'écriture. Et dans laquelle on interviendra probablement assez peu si on a envie que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Encore une autre question. Oui, madame. Et voilà, on va terminer avec les 2 dames qui sont là. Oui, bonjour. Vous venez de signaler donc, que Gilles Boyer est député européen, et je voulais justement vous demander si vous n'y voyez pas là un terreau fertile pour une fiction, puisqu'on s'est tous intéressés au Danemark, alors que dans l'absolu, on n'est pas passionné par le Danemark, et on a compris le système, comme vous l'avez dit. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire? J'en déduis que vous n'êtes pas spontanément passionné par le Parlement européen. Non. Très bien. J'en tire cette conclusion, peut-être abusive. Alors, il y a une mini-série qui a été diffusée sur le site web de France Télévisions qui s'appelle Parlement et qui raconte, qui est un peu humoristique, mais qui est assez rigolote, les coulisses de la vie au Parlement européen. Alors, je ne sais pas si ça a intéressé suffisamment de monde pour être diffusé en linéaire, je ne crois pas. C'est uniquement sur le site web de France... Pardon? Oui, non, bien sûr, mais je veux dire par là que c'est... Ça a été un formidable succès. Bon, c'était très amusant. Très bien. Donc voilà, c'est une information en temps réel. Donc la deuxième saison est en train. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Il y a certaines choses qui sont assez justes, d'autres qui le sont moins, comme dans toute tentative de ce type. Mais c'est assez bien fait, assez bien vu et assez drôle. Et ça vous donnera une idée. Je suis pas sûr qu'elle soit extrêmement glorifiante de ce que peut être la vie d'un député européen, mais enfin, bon, il y a des choses amusantes. Donc ça existe déjà. Et si vous voulez qu'on parle du Parlement européen, c'est avec plaisir, j'ai tout l'après-midi. Mais dernière question, pardon. C'est le Parlement européen, quand vous regardez le Star Wars, ça ressemble quand même un petit peu à... On n'aurait pas fait, ouais, mais... Avec des apparences physiques plus homogènes, mais il y a quand même cet aspect-là, c'est-à-dire non, mais je suis très sérieux. C'est-à-dire cette assemblée incroyablement diverse, assez massive et assez compliquée. Et je pense que ça peut être un super... évidemment que ça peut... De toute façon, la vérité, c'est que, comme toujours, hein, toutes les œuvres de l'esprit, le seul truc dont vous avez besoin pour que ce soit bien, c'est du talent. Vous pouvez décrire, à mon avis, vous pouvez faire une série incroyable sur le ministère de l'Agriculture en Bosnie-Herzégovine, si vous avez du talent. Là, je suis sûr. Non, mais je suis très sérieux. Bon, voilà. Si vous pouvez écrire un truc incroyable sur une dame qui vit à Yvetot. Bon, mais il faut être Flaubert. Flaubert a fait comme ça. ça. Bon. Pardon ? Aussi, oui. Mais je pensais plutôt à Flaubert, là. Mais j'aime beaucoup aussi. Mais je pensais plutôt à Flaubert, en l'occurrence. Bon, je propose qu'on s'arrête sur le talent et sur la Bosnie-Herzégovine. Et j'espère vous retrouver un jour prochain à parler encore de séries. Vraiment, on vous remercie beaucoup de vous être livré au jeu des questions et des réponses. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.